Oui, bonjour, chers étudiants. Donc, on va continuer notre révision du cours du module de pétrographie sédimentaire pour la filière Sciences de la Terre et de l'Univers. Avec quelques rappels du cours. Donc, tout d'abord, les courants de densité. Alors, vous savez que les courants de densité, donc on distingue les courants de turbidité et les coulées de débris. Les courants de turbidité, ce sont des écoulements gravitaires dans lesquels le sédiment est maintenu en suspension par la turbulence du fluide interstitiel. Un courant de turbidité débute brutalement, aux environs de 50 km/h. Il érode la pente et arrache de nouveaux matériaux qui forment un nuage. On distingue les courants de faible densité, jusqu'à 150 grammes par litre de sédiment, et puis le courant de forte densité, dont la charge atteint 250 grammes par litre. Donc voici un exemple de courant de turbidité. Vous voyez qu'il arrache des parties du substratum et forme un nuage. Les sédiments déposés sont appelés turbidites ou bien friches. Un écoulement gravitaire individuel correspond à une turbidite caractérisée par un grain de classement normal généralement, et ceci se passe dans la mer et les grands lacs. Voici une séquence qu'on appelle la séquence de Bouma, donc caractéristique de ces turbidites. Donc c'est une séquence positive généralement, donc avec les sédiments gréseux et silteux voire argileux au sommet. Voici ce que c'est qu'une séquence de turbidites également, avec des structures de type convolute bédigne. Bien sûr, vous avez également des argiles. Ces séquences, donc bien entendu, ils se répètent. Voici un exemple de répétition de séquences turbiditiques. Et puis vous avez les coulées de débris. Les coulées de débris, qu'on appelle également en anglais débris flow, donc ils se forment à la base du pied d'une montagne avec un courant très très fort à ce niveau-là. Ce sont des courants aériens. C'est un mélange d'eau et de très grandes quantités de matériaux, supérieurs à 250 grammes par litre, supérieurs à tout à l'heure, qui se déplacent en masse sous l'effet de la gravité. Leur vitesse de propagation peut atteindre une centaine de km/h. Ils provoquent le déplacement de blocs de taille considérable. Les éléments sont anguleux, mal classés et emballés dans une matrice argileuse. Les coulées de débris ne présentent guère de structure interne, et localement, on a un grain de classement inverse à la base qui est visible. On distingue les débris flow lorsque vous avez plus d'éléments que de matrices, donc les gros éléments dominent la matrice, et puis vous avez les mud flow, on appelle les coulées de boue, qui lorsque vous avez la fraction boueuse, la matrice est plus abondante que les grains, ou bien les blocs. Alors voici un exemple de débris flow, voilà, qui a endommagé donc des maisons donc construites de manière anarchique au niveau des pieds des montagnes. Et dans les sédiments anciens, voilà la texture de ces roches, ou bien de ces faciès. Donc vous avez beaucoup de matrices et des blocs qui sont hétérométriques, et en plus ils sont anguleux. Alors quelques rappels concernant la texture des roches détritiques. Alors la taille, d'abord la taille des éléments, c'est la granulométrie. Alors pour un sable, la taille c'est quoi? C'est la plus grande dimension. Donc on mesure la plus grande dimension des sables. Pour les argiles, on prendra la dimension de la particule sphérique équivalente. Vous savez que les particules argileuses, elles sont en paillettes généralement, c'est des spilosilicates, mais on va prendre la particule sphérique équivalente. Pour les galets, on prendra la longueur du galet, la largeur et l'épaisseur, donc qui est perpendiculaire à la longueur et à la largeur. Les unités de mesure en granulométrie, c'est phi, qui est égal à moins log de base 2 de d. D, c'est le diamètre de la particule en millimètres. Et l'amplitude des classes granulométriques qu'on utilise en granulométrie, donc ils sont de progression géométrique, racine dixième de 10. Ceci est adopté par le système français de normalisation granulométrique AFNOR. Les méthodes de mesure en granulométrie. Alors pour les sédiments meubles, on utilise les pierres poulies pour les galets. C'est avec ça qu'on mesure la taille des galets. Pour les sables, on utilise le tamissage, le tamis. Et pour les argiles, on utilise la loi de Stokes pour calculer la taille de ces particules.
Pour les sédiments indurés, on procède par méthode linéaire, que ce soit pour les conglomérats ou bien pour les grès. Et puis après, on passe à la représentation. Après les mesures, on a la représentation graphique. Donc, on la représente sous forme de courbe de fréquence, soit cumulée, soit simple, soit cumulée. Voici une courbe de fréquence simple, une courbe de fréquence cumulée, et puis vous avez également une courbe de probabilité. Alors, pour les probabilités, bien pour les courbes de probabilité, on utilise en ordonnée pour l'échelle des pourcentages de la courbe cumulative une échelle dite de probabilité. C'est un papier spécial qu'on utilise en ordonnée. Pour une population normale en fréquence simple, on a une courbe de Gauss. C'est ça une population normale. Pour les courbes de fréquence cumulée, pour une population normale, on a une courbe de Gauss de ce type-là, pour les fréquences cumulées. Et lorsqu'on utilise une courbe de probabilité, lorsqu'on a une population normale, vous avez une droite. Ça montre que la population, elle est normale. Alors, les paramètres caractéristiques qu'on utilise en granulométrie. Alors, les paramètres fondamentaux, donc vous les connaissez, voilà, le mode, la médiane, donc le mode, donc la classe au maximum de pourcentage, puis la médiane, 50% d'effectifs. La moyenne, donc, c'est la somme des mesures des tailles sur la somme des effectifs. Le mode, c'est la classe effectif le plus grand. La médiane, c'est la classe à 50% d'effectifs cumulés. Et puis l'écart type, que vous connaissez. Et puis après, vous avez des paramètres complémentaires. On utilise beaucoup en sédimentologie. Tout d'abord, les indices, qu'on appelle les indices de Trask, qui sont en millimètres. Donc, on utilise le millimètre. Le premier que j'utilisais, c'est celui de l'indice de classement, Sorting Index. Alors, cet indice s'appelle S0, donc il est égal à racine de Q3 sur Q1. Q3, sachant que Q3, c'est 75% d'effectifs, et c'est la classe correspondant à 75% d'effectifs, et Q1, c'est la classe correspondant à 25% d'effectifs. Si cet indice de classement est supérieur à 4,5, on a un mauvais classement. Dans ce cas-là, la courbe il serait aplatie. Si la courbe, ou bien si l'indice de classement est inférieur à 2,5, là, on a un bon classement. Et on a une symétrie parfaite, la courbe. En plus, donc, elle est sous forme de cloche. Et entre les deux, si on a un indice d'asymétrie, un indice de classement qui est entre 2,5 et 4,5, on a un classement qui est moyen. Ça, c'est le premier indice de Trask. Le deuxième indice de Trask, c'est l'indice d'asymétrie. C'est AS, qui est égal à Q1 multiplié par Q3 sur Q2 au carré. Q2 au carré étant la classe à 50% d'effectifs. Alors, la symétrie peut être égale à 1. Dans ce cas-là, on a une symétrie parfaite de la courbe. Vous voyez, comme ceci. Si cette asymétrie est inférieure à 1, on a une asymétrie négative. Et dans ce cas-là, on a un bon classement du côté des grossiers, des particules les plus grossières. Donc, c'est une courbe qui est asymétrique. Lorsque la symétrie est supérieure à S, l'indice est supérieur à 1, on appelle ça une asymétrie positive. Donc, on a un bon classement du côté des fins. Donc, c'est les plus fins qui sont mieux classés. Après les indices de classement, ou bien les indices de Trask, vous avez les indices d'Inman. Mais cette fois-ci, ils sont en phi. Vous avez la moyenne, n phi, qui est à phi 16, qui est égale à phi 16 plus phi 84 sur 2. Et puis, vous avez l'écart type, qui est égal à phi 84 moins phi 16 sur 2. Et la dissymétrie, qui est égale à la moyenne, moins phi 50 sur l'écart type. Alors, donc, phi, vous avez les quartiles ici, et les fractiles, qu'on peut déterminer au niveau de la courbe. Les quartiles, donc 25%, 50, 75. Les quartiles, les fractiles, c'est 16, 50% et phi 84. Signification, donc, à quoi ça sert tout ça? Donc, à quoi ça sert le calcul de tous ces indices et quelle est leur signification? La signification de la distribution de ces fréquences. Alors, l'hypothèse de Krimbel, c'est que statistiquement, dans un sédiment qui a été transporté très longtemps, la courbe est celle de Gauss.
lorsqu'il est transporté assez longtemps. Dans ce cas, on a une distribution normale. La courbe de probabilité serait une droite. Alors l'expérience montre, ça c'est vrai pour les sables, par exemple les sables de plage, donc on peut vérifier ça, donc c'est tout à fait vérifiable. Pour les galets, on a souvent des courbes plurimodales, parce qu'on a des mélanges de plusieurs populations, de plusieurs affluents. Donc, vous avez plusieurs modes, vous avez deux modes. Alors, on parle de stock autochtone, donc sur place, et puis un stock allochtone, donc qui vient depuis les autres affluents. Quelle est la signification du grain moyen? La taille moyenne, c'est l'expression, lorsque on mesure la taille moyenne, le grain moyen, c'est l'expression de la force d'un courant, capable d'avoir mis en mouvement l'essentiel d'un sédiment. Un niveau sédimentaire dont le grain moyen diminue vers le haut traduit donc l'existence d'un courant de force décroissante au cours du temps à un point donné. C'est ça la signification d'un grain moyen, lorsqu'il diminue vers le haut. Exemple, lorsque vous avez atténuation d'un courant de turbidité, le courant de turbidité est très fort au départ, puis après il devient plus faible, donc vous avez une diminution du grain moyen. Le classement. Alors, le classement, il permet d'apprécier l'importance des actions de tri au cours du transport et du dépôt. Ainsi, sur les plages, vous avez le vannage des particules fines qui conduit à des sables ou des galets très bien classés. On a un bon classement au niveau des plages. Vous avez le vannage des particules fines. Par contre, pour les dépôts glaciaires, il y a un mauvais classement, dû au charriage sans ségrégation des particules de toute taille arrachées au substrat rocheux. Il n'y a pas de classement, donc il n'y a pas de ségrégation. Donc tout ce qui est à l'amont arrive à l'aval. L'asymétrie, donc l'indice d'asymétrie, il reflète plus le milieu de dépôt. Exemple, en milieu fluviatif, vous avez une asymétrie positive. Ça veut dire qu'on a un bon classement du côté des fins. Pourquoi? Parce qu'il y a un enrichissement en particules fines décomptées à la fin d'une crue. À la fin de la crue, vous avez dépôt, sédimentation, très calmement, donc décontation de ces particules fines. Par contre, au niveau des sables littoraux, vous avez une asymétrie négative. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fin. Les particules fines ont été éliminées. Donc il y a vannage et élimination des particules les plus fines par les vagues. Les vagues éliminent tout ça et ne gardent que les particules moyennes à grossières. Alors, à partir de cette granulométrie, est-ce qu'on peut arriver à déterminer le milieu de dépôt? On peut caractériser la vitesse transportant les particules. Si on a des galets, par exemple, on a une vitesse grande. C'est logique, d'où une rivière à haute énergie. Si on a des sables, la vitesse est faible, d'où rivière à basse énergie. Alors, sur une plage, on a une population normale. On a généralement une courbe de Gauss. Pour les sédiments actuels, donc on peut vérifier ça pour les sédiments actuels, c'est exact, vous avez un très bon classement, que ce soit pour les galets ou bien les sables. Pour les sédiments anciens, là c'est plus difficile de connaître si c'est marin ou continentaux, uniquement par granulométrie. Donc il faut utiliser d'autres méthodes, telles que les figures et les structures sédimentaires. Et on a pourtant pour cela donc un certain diagramme, c'est le diagramme de Friedman, donc, à l'aide duquel on peut séparer donc, les dépôts de rivières et les dépôts de plages, grâce aux indices granulométriques. Là, par exemple, vous avez dans ce diagramme, donc, vous avez l'écart type et la symétrie en fonction de ces valeurs. On peut se positionner en fonction des sédiments. Soit c'est des sédiments de plage, et là c'est des sédiments de rivières. Puis après, on va passer à la forme des éléments. La sphérécité et l'aplatissement, pour les sables, pour cette théorie, elle est peu utilisée, mais pour les galets, c'est ce qu'on fait en TPE généralement, on utilise beaucoup l'indice d'aplatissement, qui est égal à grand L plus petit l sur 2E, 2 fois l'épaisseur. Donc grand L, c'est la largeur, la longueur, pardon, petit l, c'est la largeur, et l'épaisseur qui est perpendiculaire au grand L et petit l. Alors l'usure, on peut définir l'état d'usure, c'est l'émoussé. Alors pour les sables, ce qu'on fait en TP, plusieurs formes sont appréciées. Vous avez les non usés, tous les grains présentent des cassures fraîches, anguleuses. Vous avez les émoussés ou subanguleux. Les principaux contours sont généralement émoussés. Et puis vous avez les subarrondis, subovoïdes. Tous les contours sont arrondis, mais la forme est irrégulièrement bosselée.
Et puis vous avez les arrondis ou bien ovoïdes. Là, les bosses sont effacées. L'évolution maximale conduit à une sphère. Donc on tend vers une sphère. Voici un exemple d'arriver à un arrondi qui tend vers une sphère. Puis vous avez les subanguleux à non usés. Donc vous voyez la forme de ces particules. Alors les galets, l'indice d'émoussé des galets est défini il définit la glasure, c'est IE. L'indice d'émoussé, c'est IE égale à 2 fois R1 sur L. Alors, R1, c'est le plus petit rayon de courbure. Et L, bien entendu, c'est la longueur. On examine également l'état de surface. Pour cela, on regarde la surface de l'élément. Pour les galets, on essaie de voir s'il y a le poli, est-ce que les galets sont polis, est-ce que les galets sont striés. Généralement, c'est lié au mécanisme des glaciaires, donc s'ils sont entraînés par des glaces. Et puis vous avez les marques de choc, donc aquatiques, parfois de vent aussi, et puis les galets façonnés par le vent, donc ils sont très spécifiques, c'est ce qu'on appelle les drécantaires, donc façonnés par le vent. Alors au niveau des sables, on observe la nature des surfaces des grains. On peut reconnaître des surfaces unies, lorsque vous voyez l'équipage naturel, des surfaces polies, et puis des surfaces luisantes, polyluisantes, ou brillants. Là, le grain est lisse, translucide. Et puis les polymats. Les grains sont lisses ou picotés, parfois translucides, mais jamais transparents. On peut combiner la morphologie et la morphoscopie, ça donne des résultats. L'analyse morphoscopique, c'est réalisée sur un sable lavé. C'est l'examen de la forme et de l'aspect des grains. Elle permet la recherche de la nature de l'agent de transport, donc d'usure. À partir de la morphoscopie, on peut déterminer la nature de l'agent de transport. On répartit les grains en 3 catégories, les non usés, les émoussés luisants, les rangs aimants. Alors voici un exemple de rangs aimants, bien entendu, donc ils sont plus ou moins rangs, mais ils sont aimants parce qu'ils ne réfléchissent pas la lumière. En plus, ils sont picotés. Puis vous avez les émoussés luisants, donc ils ne sont pas tranchants, ils sont plus ou moins bosselés, ils sont luisants, donc ils réfléchissent la lumière. Puis là, les non usés, donc ils sont frais, donc vous avez des angles partout, donc c'est généralement des sédiments très frais, donc ils viennent d'être arrachés, substratum. Voici quelques exemples à la loupe. Donc là, vous avez des émoussés luisants, par exemple, donc tout ce qui réfléchissent la lumière. Et puis vous avez des non usés du tout, donc ils sont encore anguleux. Là, vous avez des rangs aimants, donc plus ou moins rangs aimants, vous voyez. Donc ça, c'est généralement éolien. Et puis vous avez donc tout ce qui est émoussé luisant, voilà. Donc tout ça, c'est réfléchi à la lumière, et en plus, ils sont émoussés, il n'y a pas d'angle. Donc vous avez les deux cas, vous avez des dunes éoliennes et puis des dépôts côtiers. Maintenant, on va passer à des exercices qu'on va corriger ensemble. Alors le premier, l'exercice numéro 1, ceci est la description d'un affleurement de la base au sommet, cet affleurement étant en série normale. Donc, vous avez 6 niveaux. Donc le premier, c'est 30 mètres de conglomérat hétérogène à bloc et galets plus ou moins anguleux, sans tri ni stratification, à matrice argileuse, abondante, la figure de charge, sur un niveau argileux rouge. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième, vous avez 20 mètres de chenot fluviatile à barre d'accrétion latérale. Puis au-dessus, vous avez 15 mètres de niveau sableux moyen à fin. Et puis au-dessus, vous avez 10 mètres de niveau sableux moyen. Puis au-dessus, vous avez 5 mètres de niveau de gypse. Et enfin, vous avez 2 mètres d'argile avec les radicés. Vous avez 6 niveaux. Alors la question 1 et 2, donc on a une seule question, mais vous avez 2 volets. Interprétez les faciès 1 et 2 en termes de processus à l'origine des dépôts, en justifiant votre réponse pour chacun d'entre eux. Alors réponse 1 pour le premier faciès, alors qui correspond, bien entendu, à ces 30 mètres de conglomérat à bloc et galets plus ou moins anguleux, sans tri ni stratification, à matrice argileuse abondante. Alors là, le faciès correspond à un faciès de débris fluo. C'est ce qu'on a vu en cours. Les coulées boueuses, qui est le résultat d'un dépôt gravitaire en masse d'une très grande quantité de matériaux mélangés avec l'eau en milieu subaérien. Ce type de faciès caractérise beaucoup les milieux de côte d'éjection, ce qu'on appelle les alluviales fines. Ça, c'est le premier volet
de la question. Le deuxième volet de la question, ça concerne les chenaux fluviatiles, ou bien le deuxième niveau, ça veut dire les 20 mètres de chenaux fluviatiles à bas d'accrétion latérale. Qu'en est-il du processus de dépôt? Alors, réponse numéro 2, le faciès 2 correspond à un faciès de barre de méandre, qu'on appelle les points de barre. Ce sont des structures sigmoïdes d'accrétion latérale qui sont caractéristiques des rivières sinueuses, méandriformes. Ces dernières sont caractérisées par des rives concaves, ce qu'on a vu en cours. Vous avez des rives qui sont concaves, où il n'y a pas d'érosion, et des rives qui sont convexes, où il y a sédimentation par accrétion latérale. Et l'accrétion latérale, c'est ça ce qui engendre les pôles bas et les barres de méandre. La question suivante va concerner le niveau 3. Vous avez 15 mètres de niveau sableux moyen à fin. Alors, la question, un échantillon au niveau 3, un échantillon du niveau 3 a subi une analyse morphoscopique qui a montré que les grains sont en majorité émoussés luisants. L'analyse volumétrique a montré que la valeur de S0, c'est 4, c'est-à-dire l'indice de classement. Et l'indice d'asymétrie, c'est AS, est supérieur à 1. Quelle information peut-il donner sur le milieu? Alors, réponse, le calcul de S0, qui est l'indice de classement et qui est de 4, montre que le sédiment est mal classé. En plus, les grains sont émoussés luisants, donc le sédiment a été façonné par le long. Le fait que l'indice d'asymétrie est positif veut dire que la courbe granumétrique est asymétrique du côté des fins. Le milieu est très probablement fluviatile, quand en plus de la morphoscopie et du mauvais classement, l'asymétrie positive montre un enrichissement en particules fines décantées à la fin d'une crue. La question suivante concerne le niveau numéro 4, un niveau sableux moyen. Alors là, un échantillon du niveau 4 a subi une analyse morphoscopique qui a montré que les grains sont en majorité ronds et mats. L'analyse granumétrique et le calcul de l'indice de Trask a donné une valeur de S0 qui est égale à 1,5. Quelle information peut-il donner sur le milieu de dépôt? Alors, comme réponse, le calcul de S0, qui est l'indice de classement et qui est de 1,5, montre que le sédiment est bien classé. En plus, les grains sont ronds et mats, donc le sédiment a été façonné par le vent. Il correspond à un dépôt éolien. La question suivante ça concerne le niveau 5, niveau de gypse. Expliquez comment se forme ce type de faciès. Comme réponse, le faciès 5, qui est un gypse, est une roche évaporitique d'origine chimique et se forme par évaporation d'eau riche en sel dissous en milieu hypersalin. Toutes les substances contenues dans l'eau précipitent. La dernière question concerne le niveau argileux avec les radicelles. Alors, un échantillon du faciès 6 a été traité au laboratoire. Après traitement à l'HCl, il a été mis dans une Erlenmeyer. Les particules argileuses ont commencé à se décanter selon une vitesse de 1 mm par seconde. Quelle est la taille de ces particules, sachant que la constante de Stokes donnée dans ce cas, c'est 62 500. Par réponse, on sait que la formule de l'enveloppe de Stokes, c'est V égale CR au carré. Donc V, c'est la vitesse, c'est la constante de Stokes. R étant le rayon de la particule. R est égal à la racine de V sur C, donc 1 sur 125 000, c'est 0,002. C'est le rayon, divisé par 2, ça donne 0,04 mm, ça veut dire c'est la taille, c'est le diamètre de la particule. L'exercice suivant, donc, ça concerne une coupe, encore une fois. Donc, voici la description d'une coupe de terrain décrite par un sédimentologue de bas en haut. Donc, vous avez 15 mètres de grains convolus passant à siltite, présentant une séquence de Bouma, puis 20 mètres de calcaire poreux, présentant des cavités et des grottes. La première question, dans le niveau 1, un échantillonnage de bas en haut et une étude granumétrique a montré que le grain moyen diminue de bas en haut. Quelle interprétation peut-on faire? Alors là, le grain moyen, comme réponse, le grain moyen, c'est l'expression de la force d'un courant capable d'avoir mis en mouvement l'essentiel d'un sédiment. Un niveau sédimentaire dont le grain moyen diminue vers le haut traduit donc l'existence d'un courant de force décroissante au cours du temps en un point donné. Alors la question numéro 2, ça concerne le numéro 1. La question numéro 2, donc le niveau 1 est décrit comme un fiche. Expliquez comment se forme ce type de faciès et quel type de milieu caractérise-t-il? Comme réponse, un flux c'est une turbulite. Il résulte d'un écoulement gravitaire dans lequel le sédiment est maintenu en suspension par la turbulence du fluide interstitiel. Il est caractérisé par un grain de classement normal
il a lieu au niveau du talus continental ou bien au niveau des pentes des grands lacs. Alors voici une figure qui montre ceci. Donc vous avez la pente et au niveau de cette pente, donc, vous avez ces courants de turbidité qui se forment. Donc, la dernière question, question numéro 3, le niveau calcaire numéro 2 est très poreux avec beaucoup de géodes et grottes. À l'aide de schémas, montrer comment sont formées ces cavités et quel est le phénomène qui en est responsable. Alors là, il s'agit du phénomène de karstification, c'est la dissolution, décomposition d'un minéral en ions constitutifs. L'action commune du gaz carbonique dissout dans l'eau et dans les acides organiques, et les acides organiques conduisent au lessivage et la formation de karst. L'eau de pluie se charge en CO2 et agit comme un acide faible lors de sa mise en contact avec la calcite. Alors voici une figure qui montre ceci. Donc vous avez une coupe, donc vous avez des argiles surmontées par des calcaires, des grès et puis des cystites. Là, vous avez des eaux qui sont chargées en acide et qui vont pénétrer au niveau des fractures, des pores, et qui vont dissoudre ce calcaire. Ça donne les karstes. Voilà comment se forme le karst, et c'est ça le phénomène de karstification. Voilà pour cette séance. Je vous en remercie et à la prochaine fois.